le brouillard de guerre en Iran. Une guerre peut cacher une autre. Juste qu'on termine l'histoire, parce qu'après, il y a quand même Poutine qui a dit qu'il allait peut-être couper le robinet, dès demain, quoi, si jamais. Non, mais justement, on va pouvoir parler de tout ça parce que j'ai décidé, pour la guerre en Iran, de prendre une approche qui est plus universelle et qui englobe un petit peu tout ce qui se dit du côté des pro-Trump, contre-Trump. Globalement, c'est une approche assez universelle. Et je voudrais vous la lire parce que moi, c'est celle qui me paraît la plus cohérente et la plus acceptable par les masses. Okay? Donc, Trump mène la campagne géopolitique la plus dangereuse depuis Bretton Woods. On va parler, parce que vous avez parlé de pétrole et tout ça. Et l'objectif final n'est pas une guerre commerciale. Une théorie circule selon laquelle Trump mène une stratégie bien plus ambitieuse, conçue pour faire s'effondrer les BRICS, forcer la main à la Chine et garantir la domination du dollar pendant des décennies. C'est audacieux, c'est spéculatif, et que vous y croyez ou non, les mesures sous-jacentes méritent qu'on y prête attention. 1. Venezuela. Les États-Unis s'intéressent aux réserves de pétrole, de lithium, d'or et de terres rares au Venezuela. Non pas pour changer le régime, mais pour contrôler les ressources. Et ça, c'est réussi. Même la nouvelle présidente du Venezuela, elle est à fond avec les USA. Elle a dit on ouvre les portes et tout. Donc voilà, ça c'est fait. La Chine s'appuie discrètement sur le pétrole vénézuélien depuis des années pour contourner les sanctions. Cette bouée de sauvetage est la première qui a été coupée. 2. Canada. Celui-ci est moins spectaculaire, mais sans doute plus important. Le Canada renforce son alignement avec Washington en offrant un soutien diplomatique, un partage de renseignements et un accès à des bases stratégiques. Il ne s'agit pas pour Ottawa de devenir une marionnette, c'est plutôt que l'Amérique du Nord commence à fonctionner comme un bloc économique et sécuritaire unique, d'une manière que nous n'avons pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce type d'unité continentale envoie un message difficile à ignorer. Iran, 3. Le Venezuela étant compromis, la Chine se tourne vers l'Iran pour son approvisionnement en pétrole. Prévisible. C'est alors que les États-Unis et Israël intensifient leurs frappes sur les sites nucléaires, les infrastructures de commandement et les installations pétrolières iraniennes. La source d'énergie de secours de la Chine disparaît. 4. La Russie. C'est là que la théorie devient vraiment intéressante, mais aussi très controversée. L'argument est qu'un accord secret est déjà en train de se mettre en place. La Russie, de plus en plus sous pression et à la recherche d'issues, commence à rédiger ses exportations d'énergie vers les marchés occidentaux, par intérêt personnel et non par amitié. En échange, Moscou obtient des garanties de revenus énergétiques et un retour au système commercial mondial. Le Canada, grâce à ses liens existants avec l'Arctique et l'énergie, devient le point diplomatique. Il en résulte un alignement énergétique entre l'Amérique du Nord et la Russie qui supprime la dernière source d'influence majeure de la Chine. Finalité. Les BRICS perdent leur fondement économique. Pékin, coupé de ses alliés énergétiques et géopolitiques fiables, est contraint de négocier selon les conditions américaines, notamment en achetant la dette américaine à des taux avantageux. Le dollar fait l'objet d'une réinitialisation contrôlée, avec l'or comme garantie, et le système financier mondial se recentre autour de Washington. Bitcoin et stablecoin. La flambée des prix de l'énergie et les dépenses de défense inondent les capitaux dans les actifs à risque. Le Bitcoin dépasse les 200 000 $, puis viennent les décrets présidentiels, une réserve stratégique américaine de Bitcoin financée par les actifs saisis et les gains exceptionnels liés à l'énergie. Chose qui est déjà annoncée. Cette réserve stratégique en Bitcoin est déjà annoncée. Trump veut cumuler 1 million de Bitcoins avec des Bitcoins saisis par le terrorisme et la criminalité en général. Et ils en sont actuellement à 200 000 Bitcoins, je crois, ou un truc comme ça. Bref. Mais ce que la plupart des gens ignorent, ce sont les stablecoins. Alors, qu'est-ce qu'un stablecoin? Ce sont des monnaies électroniques, digitales, des crypto-monnaies, qui sont basées sur la monnaie qu'elles ont le nom. Par exemple, un euro numérique, il va avoir la valeur d'un euro. Ça veut dire qu'à tout moment, cette compagnie qui te donne cet euro numérique, tu pourras lui demander de l'échanger contre un vrai euro. Et en fait, ce genre de monnaies sont utiles pour les plateformes, pour
pour les plateformes de trading, beaucoup. Comme ça, tu peux te poser en argent pendant que ton investissement il chute ou un truc comme ça, tu vois. Ou ça peut être pour faciliter des transferts d'argent en échangeant directement des monnaies qui n'ont pas le prix qui bouge 10% par jour, tu vois, comme le Bitcoin ou d'autres, tu vois. Donc, c'est ça les stablecoins, pour ceux qui ne savent pas. Chaque stablecoin indexé sur le dollar américain qui traverse les frontières renforce l'infrastructure financière américaine sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une seule nouvelle succursale bancaire. Donc, ils peuvent c'est comme s'ils imprimaient du dollar sans devoir l'imprimer. La loi Genius a posé les bases réglementaires. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un bouleversement géopolitique de cette ampleur créerait un choc de demande. Les stablecoins ne se contentant pas de suivre une telle réinitialisation, ils deviennent les rails sur lesquels elles fonctionnent. Donc, bref, voilà. Et tout ça, c'est pour la suprématie financière américaine 2.0. Pourquoi je parle de ça? Parce que Trump, il ne s'en cache pas, il est MAGA. Make America Great Again. Okay? Et lui, c'est les États-Unis, sa priorité. Okay? Ça, c'est assez clair. Et ce qu'on est en train de voir, là, c'est la même chose. C'est-à-dire, Trump, il se focalise pour sauver le dollar. Parce que le dollar, actuellement, il n'est pas dans sa meilleure période, on va dire. Et ça va aussi dans le sens de ce qu'on entendait avec Q. Moi, ça m'a rappelé cette idée que Trump et Poutine travaillent ensemble en arrière-plan. Tu vois. Et le truc, c'est, je pense que la Chine, il faut... Oui, Nico. Oui, finis ta phrase et comme ça, je te dirai ma vision. Et Q nous dit que la Chine est impliquée aussi dans tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de voir là, c'est une scène mondiale qui va justifier le changement de propriétaire de la planète. Parce qu'on est entré dans cette phase de changement de propriétaire, la structure internationale va changer de forme. Et en fait, les décisions sont déjà prises. Ce qui leur manque, c'est l'acceptation publique. Et donc, tout ce qu'on est en train de voir, c'est une scène internationale où il y a des choses qui sont prises et des négociations qui sont faites, qui sont mises en pratique, du coup, comme l'explique Alexis, par exemple, pour la guerre en Iran. C'est pour ça aussi que la Russie, elle n'intervient pas, parce qu'il n'y a aucun scénario où il n'y a pas d'accord entre les États-Unis et la Russie, et les États-Unis et Israël attaquent l'Iran, et que la Russie reste là, et que... Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Là, j'ai entendu que la Russie envoie des renseignements ou des choses comme ça, mais oui, c'est possible. En tout cas, tout ça, c'est pour une question de guerre énergétique. C'est pour rediriger les ressources, pour un changement de propriétaire, en fait. Ils sont en train de redistribuer les ressources au plus fort. Ça. Oui, Nico. Oui. Après, moi, j'ai une vision qui rejoint ça, mais un peu différente. C'est-à-dire que je pense que le dollar, il est condamné, quoi qu'il en par sa nature propre. Il est trop inflationniste, en fait, globalement. Il en existe déjà trop. Et je pense que globalement, toute histoire autour de la crypto, etc., c'est un endroit comme un trou, tu sais, le trou des enfers, dans lequel on va jeter énormément de dollars afin de créer, par un événement extérieur, une disparition de ces dollars-là et le faire défluer pour lui rendre, en fait, pour le rapprocher, en fait, de sa valeur naturelle. Ça, c'est la première vision. Deuxièmement, pour revenir sur l'histoire de l'Iran, la Russie est la plus grande gagnante de l'histoire de l'Iran. C'est-à-dire que ça lui offre plusieurs choses. Déjà, la flambée du prix du pétrole. Si le pétrole dépasse déjà 60, la Russie elle est gagnante, elle est largement au-dessus de ses budgets. S'il dépasse les 100, la Russie est extrêmement gagnante. Et là, il risque de dépasser 100, 150, peut-être même $200 pour le baril. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la Russie maintenant dispose des opportunités beaucoup plus importantes. Elle gagne en indépendance par rapport à la Chine, parce que là récemment avec la guerre en Ukraine, elle dépendait énormément de Chine et de l'Inde. Maintenant que l'Union européenne demande à la Russie qu'elle réouvre ses livraisons de pétrole et de gaz à l'Europe, ça veut dire qu'elle est capable de jouer sur plusieurs tableaux et donc du coup se comporter vraiment comme une puissance indépendante même vis-à-vis de la Chine, alors qu'elle était complètement attachée à la Chine jusqu'ici. Le contre-coup pour la Russie, ce serait que la guerre en Iran risque de produire un exode massif de la population de l'Iran. Et le seul endroit où cette population peut partir, c'est plus en Syrie, parce que tu as un gouvernement pro-américain qui est, depuis que Bachar a été renversé. C'est pas en Irak. En Irak, qui est un ennemi historique de l'Iran. Le seul endroit, c'est vers le nord, vers la Russie. Donc la Russie, elle risque d'avoir peut-être des millions de réfugiés.
à gérer. Par contre, Enfin, c'est un désavantage net. Rentrer, quoi. Ce que je veux dire, c'est que les frontières, ça a un peu disparu comme concept en Occident. Les Russes, ils n'ont pas l'air aussi, on va dire, open sur les frontières ouvertes. Non. Oui, mais les Russes, ils vont accueillir, tu vas voir. Parce que ça, si tu veux, ce scénario, il est étudié en Russie depuis 2018, au moins. Ok. Intéressant. Et en fait, si tu veux, la Russie, elle va accueillir ces gens. Elle va accueillir au moins une grande partie. Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'immigration iranienne est une immigration, de qualité. Pour utiliser le terme, c'est genre beaucoup de gens éduqués, des ingénieurs. Ouais. Voilà, ce sont des personnes, par exemple, c'est un peu différent du Somalie, où il y a des compétences à recevoir, c'est ça. Il y a des compétences à recevoir. Il y a aussi une culture compatible. Il y a aussi une culture compatible, parce que avant d'être un pays où ils étaient enfoulardés et islamisés, la Russie, c'était un pays avec des valeurs très proches de celles qu'on pouvait voir dans les pays, l'Iran. Bien sûr. Donc, compatible, donc, du coup, avec les valeurs russes. L'Iran, il abrite énormément de chrétiens, également, du Moyen-Orient. Et la Russie, elle est confrontée à un énorme problème. Elle a un gigantesque territoire, elle a une natalité qui est très très faible et elle a besoin des gens pour travailler dans les entreprises qu'elle a créées. Et vu qu'elle a été sanctionnée par le monde entier, elle manque de main-d'œuvre globalement. Donc il y a du travail à donner et elle fait tout pour que les gens ils puissent venir et travailler. Donc la Russie, c'est une grande gagnante. Ouais, mais c'était le marché que lui a proposé Trump. Ouais, et moi ce qui me dérange dans cette histoire-là, mais c'est là où on est dans une situation de merde. C'est que là, on est en train de parler d'êtres humains. Genre, les Iraniens, du coup, ils vont immigrer. Donc, ça veut dire, le plan, c'est de faire la guerre à un pays, donc de créer un contexte chaotique, la misère, la mort, etc. Et comme conséquence, du coup, il y a de l'immigration qui va en Russie, et puis du coup, la Russie gagne économiquement. Ouais, mais excuse-moi, moi, je suis d'une immigration de cette nature-là, tu vois, et je peux te dire, vraiment, c'est pas cool, et j'emmerde tous ceux qui sont derrière ce genre de manipulation. Sûr. Mais choisissons juste la casquette par laquelle on étudie telle ou telle situation. On peut prendre la casquette d'analyste, tu vois, à un moment donné, celui qui froidement regarde la situation, ou la casquette très humaine. Nico, je ne critique pas ton point de vue, je ne te juge pas, c'est juste, tu as donné le point de vue du cerveau. Tu vois, comment un cerveau donnerait des réponses comme ça, on dirait une machine, tu vois. Moi, je te donne la réponse du cœur. Tu vois ce que je veux dire? Et Rudy, il va nous donner le ventre. Comme ça, on a les trois cerveaux. Mais après, je voulais finir sur la Chine très rapidement, parce que la Chine aussi, c'est un acteur. Faut pas prendre les Chinois pour des cons, tu vois. C'est pas comme s'ils s'attendaient pas à ce qui se passe quelque chose avec l'Iran et compagnie. Et effectivement, la Chine, elle risque de connaître d'énormes difficultés économiques et industrielles à cause du blocage des hydrocarbures provenant par le détroit d'Ormuz. Par contre, la Chine a déjà adopté énormément d'alternatives et nous avons regardé que les Chinois, juste derrière les Coréens, ils sont extrêmement avancés dans le développement et de la fusion nucléaire et des centrales nucléaires au thorium. Et la Chine, elle a vraiment compétence, elle a diversifié son truc. N'oubliez pas que c'était toujours un empire refermé sur lui-même, en fait. Il ne commerçait avec les autres, généralement, il ne fait pas la guerre. Donc, ils réfléchissent à plein de scénarios pour avancer de cette situation. Par contre, l'Iran est comme il rassemble dans cette situation une espèce de monnaie d'échange pour que il y a trois hégémons, globalement, ressortent de cette situation. De manière plus ou moins équilibrée. C'est le sentiment que j'ai. Ok. Bon. Alors, c'est une analyse intéressante dont je prends connaissance, là, celle que tu viens de nous lire, Léo. Il est possible qu'il y ait des éléments... il y a toujours plusieurs agendas dans ces affaires. Ok, c'est jamais une seule idée, une seule ligne directrice. Il y a un élément qui n'a pas été du tout mentionné, quand même, dans cette histoire-là, c'est les programmes nucléaires iraniens. Parce que de ma compréhension actuelle... Alors, on va être clair, un petit disclaimer... C'est compliqué ce qui se passe. Je vois beaucoup de réactions du genre eux c'est les gentils, eux c'est les méchants. On est dans une situation extrêmement complexe sur laquelle il y a une espèce de désinformation massive, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau de tout ce qui passe dans les informations. Il y a beaucoup de désinformation qui passe par-dessus. Et donc, je pense qu'il est vraiment à l'heure actuelle très très important de prendre des pincettes dans. Donc moi, ce que je vais vous dire, c'est ma compréhension qui ne prétend pas du tout être la compréhension de c'est comme ça et j'ai tout compris. Mais en tout cas, il y a des éléments qui sont importants, me semble-t-il, c'est le fameux programme nucléaire iranien. Donc, petit récapitulatif, Obama, quand il était président, a signé un programme nucléaire qui a été très critiqué, notamment par les républicains.
J'ai trouvé donc voilà, effectivement, il y a des trucs intéressants là-dessus. Je l'ai pas revu cette pilule rouge. Oui, là-dessus. tu Je sais qu'on parles en de parle, ça. Tu parles justement de. Bah tiens, si on clique dedans, je fais CTRL F et je fais Obama. Ou attends, Ah ouais, je mais on en fais parle Iran, beaucoup. c'est mieux. Iran, Mhm. tu vas voir, ça parle de ça. Alors, Ben Laden aurait donc été sous contrôle de l'US dès la fin 2001, rendant ainsi caduques toutes les justifications qui ont été utilisées pour aller détruire l'Irak et l'Afghanistan. L'Iran était supposé le placer en résidence surveillée à Abbottabad, au Pakistan, avec sa famille et une centaine de dirigeants d'Al-Qaïda, blablabla. Cette opération de protection est effectuée. Bref, donc tu parles de cette histoire-là et tu parles de... Voilà, Obama, on parle le effectivement deal je me iranien. souviens que on parlait surtout de l'affaire Benghazi dans cette histoire, mais qu'il y avait un lien avec l'Iran. J'ai pas eu le temps de re-regarder ce que je raconte dans cette émission. Ceci dit, voilà, accord nucléaire iranien qui, à mon avis, est un élément central. Pourquoi ? Parce que officiellement, les Iraniens ils disent mais nous, on veut pas faire d'armes nucléaires, on veut faire que du civil. C'est bien, le nucléaire, la France en fait pour faire de l'énergie, et c'est très bien. Sauf que là, on parle quand même de la plus grande puissance exportatrice de pétrole du monde, de l'énergie. Ils en ont par-dessus la tête, les Iraniens. Et du coup, quand même, on parle quand même, donc voilà, la République islamique avec, bon bah voilà, un certain nombre de gens très très intégristes dans leur manière de voir les choses, souvent très belliqueux, des sponsors d'un peu tous les groupes terroristes qu'on a dans la région, hein, notamment le Hezbollah ouais, bon, un certain nombre quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose de très clair dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que le Moyen-Orient reste une poudrière. Et pour ça, il y a deux marionnettes qu'on agite, Israël et l'Iran. Voilà. Tant que ces deux-là, ils se mettent sur la gueule, donc il ne s'agit pas d'être pour un camp ou pour l'autre, il s'agit d'être... Est-ce qu'on met la paix au milieu de tout ça, ou est-ce qu'on continue à faire la guerre ? Est-ce que je peux rappeler quelque chose qui va dans le sens de ce que tu dis? Dans la série Révélation qu'on avait fait, l'épisode 17 en plus, comme ça, on avait parlé des marionnettistes du chaos au Moyen-Orient. Et en fait, quand on dit que ceux qui ont construit Israël, ils ne l'ont pas construit pour les raisons qu'ils disent, ok? Il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, c'est bien, etc., etc. » Par contre, quand on parle de l'infiltration de l'islam par la CIA, qui n'est pas un secret, et que c'est la CIA derrière la création de ces mouvements de plus en plus extrémistes, parce qu'ils ont des objectifs spécifiques avec ça, tu vois. Là, il n'y a personne qui réagit. Donc, les gens, ils disent, ouais, mais vous défendez Israël. Non, on ne défend pas Israël. C'est pas parce qu'on dit que l'Iran actuel est une conséquence d'une création de la CIA, ok? Parce que l'Iran, il y a eu une opération de la CIA. Attends, je ne sais pas si je l'avais mis. J'ai envie même de si dire vous plus. juste, j'ai terminé, j'ai pas terminé, donc si à un moment donné, je peux revenir, sinon je vais perdre le fil. Tiens, attends, c'est la CIA, c'était avec l'opération Ajax en 1953. Donc, si vous allez regarder, ils sont venus, voilà. Et donc, ils ont pas seulement posé leur pion en Israël, parce qu'il leur fallait une force équivalente en face pour créer cet déséquilibre. Ok, pour contrôler les deux côtés. Et ils sont allés s'installer du côté de l'Iran. Et donc, ça veut dire que c'est les deux qui se prennent la tête là, c'est les mêmes. Et moi, ce que j'ai l'impression et ce que je comprends, c'est que Trump, il est en train d'éliminer tous les trucs de la CIA. Toutes les opérations de la CIA, ils en avaient au Venezuela, il y en avait justement en Colombie, il y en avait aussi, il y en a partout dans le monde. Et là, Trump, il est en train de les retirer. Et ça fait partie, j'imagine, des négociations qu'il a fait en arrière-plan avec la Russie, éventuellement la Chine, etc. En disant, OK les gars, alors moi je prends cette partie du monde, vous prenez cette partie, on retire les pions de la CIA parce qu'ils jouent sale, etc. Et puis on essaye de jouer à règle entre nous. Voilà, c'est comme ça. Oui, maintenant. Après, on dit CIA, c'est peut-être plus large que ça. Il y a d'autres entités qui sont impliquées. Bon, on parle du Deep State en général, et je pense que c'est une entité qui n'est pas sous un drapeau en particulier, genre le drapeau américain. Ceci dit,
ce deal nucléaire iranien avait été donc très fortement critiqué. Bon, après la politique, tu sais, je veux dire, c'est les gens d'en face, du coup on va les critiquer. Maintenant, moi, il y a un élément qui avait retenu mon attention tout particulièrement, c'était WikiLeaks, les mails de John Podesta. Vous vous souvenez, John Podesta, conseiller de campagne d'Hillary Clinton, une ordure absolue. Bon, à tous les niveaux, je vous laisse faire des recherches si vous savez pas qui c'est. Bon, John Podesta, dans les mails qui avaient leaké de WikiLeaks, donc ce type-là, voilà, le bras droit d'Hillary Clinton, c'est comme ça qu'il faut s'en souvenir. Donc il y a un mail, je t'avais demandé de le mettre, je sais pas si tu l'as mis, Léo, de quelques lignes. En gros, il y a quelqu'un qui fait une réflexion à John Podesta, qui dit, dis donc, le deal iranien, le deal nucléaire que Obama il a fait en Iran, là, c'est un peu n'importe quoi. C'est du même niveau d'apaisement que quand Chamberlain il a donné la Tchécoslovaquie à Hitler. Donc j'ai fait des recherches pour savoir exactement ce que c'était la référence. On a beaucoup critiqué Chamberlain parce qu'il a dit on va donner à Hitler la Tchécoslovaquie, comme ça va le calmer, hein. Et puis c'était en 1938. Et comme ça, il va pas attaquer. Bon, on a vu qu'est-ce qui s'est passé dès 1939. Donc voilà, cet agrément, c'est ça, cet accord condamne la prochaine génération à nettoyer une guerre nucléaire dans le golfe du Persique. C'est le plus grand apaisement depuis que Chamberlain donnait la Tchécoslovaquie à Hitler. Et John Podesta répond quoi? Ouais. C'est vrai, on parle pas de communication politique, de trucs on parle vraiment de communication privée entre des gens. Et John Podesta, bras droit d'Hillary Clinton, quand même très haut placé dans l'apparatus d'Hillary Clinton, qui aurait dû être présidente à ce moment-là, hein, parce que c'était ça le plan initial. Après Obama, on avait 16 ans d'Hillary Clinton, et puis éventuellement une troisième guerre mondiale qui était basée sur ces bases-là. Tu crées un méchant, tu l'armais. Alors après, le méchant n'est pas conscient nécessairement qu'il est une marionnette. En tout cas, pas tout le monde, hein, tu vois. Alors il a un délire, eschatologique ou quelque chose comme ça. Et en gros, il est nécessaire de changer ça. Et d'ailleurs, avant que les frappes aient lieu là qu'on a eu cette semaine, toute la discussion, elle était sur est-ce que vous allez accepter de perdre complètement votre programme nucléaire ? C'est-à-dire tout, même pas le nucléaire pour les civils. À la rigueur, pour les machines médicales, là où il y a un peu de nucléaire, on veut bien tolérer ça, mais pour le reste, ni civil, ni nucléaire, ni quoi que ce soit. Et apparemment, l'Iran n'a pas voulu aller dans cette direction-là. Et donc, ça a amené ça. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, il y a les excuses qui sont données. Effectivement, la situation des Iraniens, et notamment la situation de la femme iranienne, est pas terrible du tout. Hein, imaginez qu'en France, on a un pouvoir qui arrive et qui dit à partir de maintenant, pendant les 70 prochaines années, toutes les femmes, c'est burqa cuisine et puis on n'en parle plus. Je pense qu'il y a une certaine partie de la population qui a envie que ça s'arrête. Alors après, on dit oui, mais l'Iran, les femmes, elles sont très bien. Je sais très bien que c'est pas le sujet, justement. Non, on s'en fout pas. Je vais te dire pourquoi on s'en fout pas. Non, mais je veux dire, les dirigeants, ils s'en foutent en fait. C'est pas ce que je te dis. Les dirigeants, c'est effectivement juste un prétexte. Mais si tu peux te servir d'un prétexte, on va dire, avec une issue positive pour une certaine population, pour que cette population aille faire le boulot à ta place, là, ça devient intéressant. Là, Trump, oui, effectivement, il en a rien à foutre. C'est pas son objectif numéro 1 d'aller libérer la femme en Iran. Maintenant, si en libérant la femme en Iran, tu peux arriver à faire une espèce de révolution colorée méthode Trump pour faire que, en plus d'être pilonné à l'extérieur par la coalition Israël-États-Unis, depuis l'intérieur, il y a tout qui s'effondre aussi. Ça va vachement fragiliser le pouvoir. Et en plus, derrière, ça libère une population féminine, une population qui dans l'ensemble, hommes et femmes, sont sous cette espèce de loi islamique qu'ils n'ont pas décidé, hein, qu'on leur a imposé pour des raisons pétrolières et compagnie. Ça peut être quelque chose de positif. Voilà. Alors, et oui, et bien tous ceux qui disent oui, en fait... Ouais. Pendant que tu dis tout ça, moi je montre des images d'Iran des années 50, 60, 70. Voilà. Pour voir ce que c'était l'Iran avant la CIA et l'entrée de la CIA dans le pays, avec tout ce qu'ils ont emmené, la déstabilisation, où dans un premier temps ils viennent comme des sauveurs et puis après ils créent des dépendances et puis après ils font écrouler le système. Même principe comme toujours, ils ont fait la même chose en Albanie. Et je voudrais juste répondre à cet argument qui consiste à dire que oui, en fait, l'Iran c'est vachement bien pour la femme, ils ont vachement de diplômes d'études supérieures, ce qui est vrai. Il y a un niveau d'études supérieures et de diplôme chez la femme qui est très élevé, même plus élevé que chez les hommes. Par contre, elles n'ont pas le droit de travailler. Aujourd'hui, le taux d'emploi de la femme en Iran, selon les recherches que j'ai faites, est de l'ordre de 14%. C'est-à-dire que tu as 70% des gens qui ont des diplômes Bac plus 5, Bac plus 6, Bac plus 7, et qui derrière n'ont pas le droit de travailler, n'ont pas le droit de voyager à l'extérieur du pays sans que leur mari leur donne un coup de tampon. Alors bon, c'est pas comme l'Arabie Saoudite dans le sens où elles ont quand même le droit de conduire, elles sont pas nécessairement chaperonnées. Mais la condition de la femme est quand même hardcore en Iran. Attends. Et
Oui, est-ce que tu as fini ton truc? Parce que j'ai quelque chose à apporter. J'avais un dernier élément sur la théorie qui a été exposée. Donc effectivement, tu l'as très bien dit, Nico, la Chine en train de développer des alternatives énergétiques qui font que même sans le pétrole de l'Iran, il serait pas foutu. Mais moi, ce qui m'étonne dans cette théorie, c'est que si la Chine, en gros, parce qu'en gros, c'est ça que l'exposé que t'as fait, Léo, décrit, c'est en gros la Chine, la Russie et les États-Unis vont bosser pour couper l'herbe sous les pieds à la Chine. Dans ces cas-là, pourquoi la Chine va pas s'impliquer dans le conflit? La Chine, au Parti communiste chinois, qui est l'ombre, qui est le nuage noir qui est au-dessus de la population chinoise. Celui-là, il va s'effondrer. Si celui-là s'effondre, tu vois, l'idée, c'est de faire effondrer ça. On a expliqué qu'il y a un État profond en Chine aussi. C'est que globalement, la Chine elle-même, c'est un des outils de l'État profond. Donc, c'est par la Chine qu'ils ont réussi à corrompre le reste du monde avec tous les produits made in China qui coûtaient rien. Ils ont détruit l'économie occidentale, etc. C'est là-bas qu'ils ont fait. Donc, l'État profond est très puissant en Chine. Donc, si ces accords-là, ils ont eu lieu, c'est pas avec l'État profond chinois, mais avec l'équivalent de Trump mais dans ces là-bas. cas-là, il faudrait qu'il trouve quelque chose de positif. Je sais pas, c'est ça, parce que tel que j'ai compris l'exposé que tu avais fait, à la fin, il y avait rien qui revenait dans les poches de la Chine. C'est pas moi qui l'avais fait. Là, c'était juste une traduction d'une analyse que je trouvais pertinente. Et le dernier point, c'est que oui, Israël est dans cette coalition. Et encore une fois, Trump, il aime bien que ce soit les autres qui fassent le sale boulot à sa place, plutôt qu'aller dépenser des vies et des munitions. J'ai vu cette interview. Attends. J'ai vu cette interview où Trump il disait, il y a une journaliste qui lui pose la question, mais alors comme ça, Israël vous a forcé la main. Elle dit non, c'est moi qui a forcé la main à Israël. C'est moi qui leur ai dit allez-y, parce que en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il cherche si jamais il y a des attaques à rendre, ils vont les rendre en Israël. Et Trump a des ennemis en Israël aussi, tu vois. Et donc, du coup, il est en train de créer une situation où lui, il peut taper, mais que l'autre en face, il ne peut pas taper Trump, il va devoir taper un ennemi de Trump. C'est assez intéressant. Quelque chose de très important. C'est parce que, regarde, si tu ne veux plus avoir une présence américaine un peu partout dans le monde avec leur base permanente qui coûte des milliards et des milliards et des milliards, tu t'y prendrais pas mieux. C'est-à-dire que cette attaque sur l'Iran, l'Iran y répond. Il y a les bases américaines qui sont sous des lourdes attaques. À l'issue de cette guerre, si tu dis, bon, on a réglé un problème, on n'a plus besoin de bases dans cette région-là et on arrête de dépenser de l'argent là-dedans, c'est une manière très pratique, en fait, de se retirer d'une région par la suite. Voilà. Et surtout, si tu as dit, mais on a gagné, tu vois, on va retirer nos bases, mais on a gagné. Voilà, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un très bon plan. La Chine, tu sais ce qu'elle va récupérer, ce qu'elle veut récupérer depuis longtemps. C'est le Taïwan. Et le contrôle sur la mer de Chine, du coup. Voilà. Et déjà, derrière ce prétexte de la guerre en Iran, c'est ce que la Chine, elle fait. Il y a des dernières news qui sont sorties que la Chine, maintenant, elle vise des forces indépendantistes au Taïwan. Ça, c'est les dernières news qui sont sorties. C'est-à-dire qu'on assiste en temps réel à la nouvelle répartition du monde, carrément en temps réel. Pour revenir à l'Iran et Israël, et là, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Léo. Il pointe du doigt, il dit c'est le prochain. Ouais. Israël pouvait exister avec une opposition. Il fallait qu'il y ait un ennemi, en fait, juré d'une certaine manière. C'était Iran qui était choisi pour ça. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont, après la création d'Israël, très rapidement, ils ont renversé le ministre qui était tout à fait modéré, Mossadegh, qui voulait juste nationaliser le pétrole, etc. Ils ont mis le Shah. Le Shah, il a juste fait régner une caste un peu, tu vois, c'était un peu le fascisme. Genre, il y avait une caste de ultra riches, une caste d'ultra pauvres. Le peuple, forcément, il s'est énervé, etc. Ceux qui étaient à la tête de l'énervement, c'était les musulmans, en fait, souvent assez radicaux. Donc, ils ont récupéré le pouvoir, ce qui a produit la situation actuelle. Bref, l'Iran n'a jamais trouvé la stabilité. Par contre, cette question de nucléaire iranien, l'IEA, il a dit, il n'y a pas de programme nucléaire iranien. Par contre, ce que ça a soulevé comme problématique, et tu vas voir, c'est fondamental. Israël possède entre 150 et 400 têtes nucléaires, quelque chose comme ça. Enfin, les experts, ils disent. C'est officieux, c'est pas du tout officiel. 150. Ouais. Oui, sûrement. Mais oui, parce que c'est illégal. Ils les ont et ils sont pas censés les avoir. C'est pas officiel, voilà. Par contre, ça revient sur le tapis. Et surtout aux États-Unis. Tu pouvais pas t'y prendre mieux pour créer deux débats aux États-Unis. La soumission des États-Unis à la politique étrangère israélienne,
Donc il va falloir y répondre d'une manière ou d'une autre. Le bruit, il est tellement important que tu ne peux pas l'étouffer. Et le deuxième question, pourquoi Israël détient illégalement et sans surveillance un arsenal nucléaire alors qu'on a bombé, on a renversé un pays qu'on a juste soupçonné de développer les armes nucléaires. Ça aussi, ça s'est mis sur le tapis. Et tu vas pas l'étoffer comme ça, parce qu'aux États-Unis, le débat il est très agité, et surtout même au sens de la base de la base MAGA. La base MAGA, elle est en train de complètement se diviser. Il va falloir répondre à cette question si jamais Donald Trump il espère de gagner les midterms. Alors, nous, la version de Q dit qu'il laisse Israël pour la fin. Mais c'est vrai que je vous ai envoyé ça en privé aussi. Je vous ai dit, les gars, Trump, il fait... Enfin, voilà, quoi. Il y a eu cette info qui disait que le président Trump demande le pardon immédiat de Netanyahou pour qu'il puisse se concentrer à la guerre. Et je dis, what the fuck, c'est une vraie info. J'ai essayé de vérifier, tu vois. Et je dis, what the fuck, ça, c'est de la provocation. Je ne pense pas que... Je pense que c'est des jeux de scène, mais... Ouais. Trump, on l'a dit et redit, faut pas voir ce qu'il dit, faut voir ce qu'il fait. Okay. Là, il exige, il tape du poing sur la table. L'idée, c'est que, admettons, qu'il exige. Okay, si jamais le pardon suite au soutien et à la pression de Trump, parce que s'il n'y a pas marqué demander, il y a marqué exiger, demand c'est très fort en anglais. Si jamais il obtient le pardon, là on pourra dire effectivement Trump a obtenu le pardon de Netanyahou, qui est quand même une ordure, comme tout le monde s'accorde là-dessus. Ok, très bien. Maintenant, s'il fait que le dire et que derrière il n'y a pas de pardon, ou que je sais pas comment il va magouiller ce qui se passe derrière, en gros lui il peut regarder Netanyahou et dire j'ai fait ce que j'ai pu pour t'aider. Donc maintenant non seulement t'es redevable avec moi. On a déjà vu cette stratégie-là de nombreuses fois où Trump, des fois, il disait même des choses positives pour les vaccins pour emmener un sujet à table et puis après, derrière, il y avait des décisions qui devaient être prises. Donc, c'est une façon d'emmener les sujets à table. Et donc, cette histoire d'Israël, je pense que on comprendra à la fin les liens avec Israël. Et encore une fois, tu sais, moi, ce qui me saoule, et on va en parler tout à l'heure avec Amélie Paul, moi, c'est cette division dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelqu'un dans les réseaux sociaux qui s'est mis à nous tirer sur les pieds, alors que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, et puis on n'a jamais mal parlé de lui ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, on essaye de... Le problème, c'est qu'on a juste partagé une analyse que moi, j'ai trouvée pertinente, tu vois. Et c'était une analyse qui n'était même pas la nôtre. C'est juste, moi, je voulais tout le monde penser la même chose. Et moi, je dis toujours, quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'il n'y a personne qui réfléchit. Et dans ce cas-là, ce que j'aime bien, c'est pour stimuler les débats, c'est emmener des idées qui font discuter et qui méritent un petit peu l'attention aussi. Et surtout des idées qui ont des éléments qui leur permettent de rester cohérents, tu vois, même quand tu testes ces idées-là. Et donc, du coup, le fait de partager ça et de me taper dessus par des gens qu'on est censé être dans le même camp, et c'est pas la première fois que ça arrive, vous voyez. C'est juste qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde est tellement tendu et que tout le monde a envie d'avoir raison, tu vois. Et cette histoire de la guerre en Iran, elle est tellement passionnée. Ces histoires avec Israël et avec comment ils nous ont cassé les couilles tout ce temps avec la paranoïa antisémite et toutes ces conneries-là, que c'est devenu un sujet tellement polarisé aujourd'hui que dès que tu évoques Israël, c'est toi, soit tu es dans le camp pro-Israël, soit tu es dans le camp anti-Israël. Il n'y a pas de entre-deux. Tu vois. Et moi, c'est pour ça me saoule. J'observe des choses et comme je disais tout à l'heure entre nous, c'est pas parce que je dis que, imaginez que je suis présentateur météo, c'est pas parce que je dis qu'une foudre va frapper demain à Paris que ça fait de moi un pro-foudre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas parce que je dis qu'une foudre ça peut faire des morts que ça fait de moi quelqu'un de anti-foudre. Parler de quelque chose, ça fait pas forcément de nous des pros ou des contre. Vous comprenez? Et quand on commence à s'identifier à ce qu'on pense, parce que là, c'est même pas des idéologies profondes, c'est vraiment des gens qui s'identifient à leur perception d'un événement précis. Et ils s'identifient à ça, et tout le monde qui ne pense pas comme eux comme ça, hop, il faut l'attaquer après. Les gars, c'est ça la psyop. C'est ça l'opération psychologique. C'est là où il faut être intelligent et être capable de discuter même quand on n'est pas d'accord. Oui, vas-y. Oui, un truc que j'aimerais rappeler, je sais pas. Parce que c'est un aspect du débat qui est important. Hein. Bien sûr, voilà. Super important. Et justement, je ne sais pas comment va se dérouler cette histoire en Iran.
Je pense qu'il faut avoir des vraies connaissances dans comment ça avance ces conflits et aussi avoir une bonne idée de ce qui se passe derrière les coulisses parce que tout ça est extrêmement complexe. Ceci dit, il y a quoi? Il y a un mois et demi, avec le Venezuela, on nous disait quoi? On nous disait des fois que c'était la Troisième Guerre mondiale. Oh là là, mon Dieu, le Venezuela et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, un mois après, cette histoire, elle est plus ou moins réglée. On a un peuple vénézuélien qui, bon, ok, s'est fait piquer des ressources et tout ça, mais il se les faisait déjà piquer avant. Mais je veux dire, il y a moins de narcotrafic qui vont arriver au Venezuela. Alors effectivement, ils ont mis une marionnette qui est pro-Trump et compagnie. Mais ce n'est pas la catastrophe qu'on nous disait. Et là, c'était le sujet sur lequel il fallait s'indigner, il fallait avoir une opinion. Ah là là, guerre illégale des États-Unis, des machins, des trucs et compagnie. Donc, prenons du recul. Et arrêtons de nous balancer des cailloux à la tête parce que effectivement, comme tu l'as dit, Israël c'est devenu un sujet mais qui est tellement, qui met les gens tellement sur les nerfs que ça en devient limite incompréhensible. Delcy Rodriguez, c'était la vice-présidente de Maduro et elle a fini. On est pile 2 mois après l'enlèvement de Maduro, donc 2 mois et 3 jours. Et là, elle est sortie hier ou avant-hier. Elle a remercié Trump pour avoir libéré le peuple vénézuélien de Maduro. Évidemment, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas rentré dans un truc dans lequel il y a un pays qui est ennemi d'un autre pays. Voilà, ça il faut le comprendre. Avec l'Iran, ça va être plus compliqué parce que il y a, comme je l'ai dit, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect analyste et l'aspect humain. L'aspect analyste, c'est une chose, tu évalues les forces en place, etc. Et tu essaies de ne pas trop regarder l'aspect humain parce que après tu peux plus regarder en fait les choses dans leur ensemble. C'est tellement lourd à porter en fait, humainement parlant, quand tu entends parler des jeunes filles qui sont tuées par un bombardement, soit israélien, soit américain, soit mais tu vois, ça. Mais pour le truc, moi, c'est que c'est un prétexte. Le truc, c'est que ça, ce sont des choses qui arrivent et c'est arrivé avec j'ai eu des déchirements entre, tu vois, mon cerveau et mon cœur comme ça, dans ma famille, etc. C'est parce que d'un côté, c'est comme s'il fallait que je justifie le fait qu'il y a des gens qui meurent, mais je veux dire, mais c'est pas mon but. J'ai pas envie de justifier ça. C'est pas possible. Humainement, je peux pas le porter. Voilà. Mais je veux comprendre ce qui se passe, c'est tout. Tu sais, c'est juste à un moment donné. Il faut, pour moi, c'est important, c'est les révélations, c'est l'Apocalypse. Si on ne prend pas en compte l'aspect spirituel de la chose, tout ce qui se passe n'a aucun sens. Tu vois, la raison pour laquelle le live s'appelle Apocalypse 1, 2, 3, 4, ok, c'est cette émission-là qui s'appelle comme ça, ok. Vous savez pourquoi 1, 2, 3, 4? C'est parce que tiens Thierry, merci beaucoup. Si on va dans Apocalypse, donc 1, 2, c'est pour 12 et 3, 4, c'est pour les versets en question, tu vois. Donc j'avais fait comme ça. Et donc, un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et se jetait sur la terre, bref. Et donc, c'est l'arrivée du dragon, c'est-à-dire c'est le chaos. Pourquoi c'est le chaos? C'est parce que l'humain est déconnecté de sa véritable nature. Ok? Et donc, actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est, comme je vous ai dit, l'éveil de la conscience globale. Et donc, du coup, l'humanité entière est en train de prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et tout ce qui pouvait se faire à l'époque dans l'obscurité ne pourra bientôt plus se faire du tout. Pour l'instant, c'est la transition, mais bientôt, on ne pourra plus se faire du tout. Donc, ça veut dire, tout ce que chaque État, chaque pays, même chaque individu faisait en cachet, il ne pourra plus le faire en cachet. Et donc, ceux qui tirent les ficelles dans le monde, ils le savent. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent visible ce qui était invisible. Donc, Trump est en train de rendre visible tous les territoires conquis par les États-Unis avec les opérations de la CIA. Le principe de la tempête. En disant, j'ai sauvé. Et en arrivant en plus en tant que sauveur dans un scénario où ça ne pouvait pas fonctionner autrement. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de récolter ce qui s'est passé avant. Et c'est pour ça qu'on dit rien ne peut arrêter ce qui arrive. C'est parce que c'est causal. Et c'est une causalité globale où il n'y a rien qui peut modifier la direction qu'on a donnée aux choses. Maintenant, on doit regarder ce qui se passe dans cette scène internationale et laisser le monde partir en couille et nous se concentrer sur nos vies individuelles. Et essayer de faire en sorte à ce qu'on se reconnecte avec quelque chose qui nous permettra de traverser tout ça. Okay? Parce que c'est pas facile ce qui va arriver.